On va officiellement lancer donc ce webinaire organisé par la CCI Nord-Isère sur la cybersécurité. Donc, c'est un sujet d'actualité. En effet, hein, aujourd'hui, on peut le constater au niveau de nos usages, de la prépondérance du numérique dans notre quotidien. Hein. On peut parler du cloud, on peut parler du smartphone, des tablettes, de la dualité de ces usages-là entre le monde professionnel et le monde particulier, les avancées technologiques, voilà. Donc, l'environnement bouge pas mal. Il y a de plus en plus de cyberattaques hein, et de failles au sein de nos entités, de nos établissements et entreprises. Et l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est surtout dans une démarche de sensibilisation et de comprendre cette mécanique, comment on peut l'identifier et quels sont les moyens de réagir, d'interagir et de limiter surtout la casse. Hop. Je vais partager avec vous du coup mon PowerPoint. Alors, je suis vraiment désolé. Donc, à partir de maintenant, j'aurai du mal à interagir au chat. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on déroule notre présentation et que par la suite, nous puissions discuter, échanger. Voilà, donc je rappelle qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vulgariser et de vous sensibiliser à une démarche. On ne va pas aborder grandement les aspects techniques de la cybersécurité, parce que non seulement je vais vous perdre, et je risque de m'y perdre aussi. Et c'est un sentier auquel je n'oserais pas m'engager. Hop. Alors, rapidement, vous présenter un peu l'équipe numérique. Qui sommes-nous? Donc, elle est composée de 2 personnes, dont moi, donc Mohamed Hassen, conseiller en développement technologique et innovation auprès des TPE-PME, et ma collègue Virginie Laporte, que certainement nombreux d'entre vous connaissent, donc qui est notre spécialiste et experte en communication numérique. Alors, nos métiers au sein de la Chambre de commerce et industrie Nord-Isère, on intervient sur de nombreuses phases de la vie de l'entreprise. Hein. Ça part de sa naissance à travers la création à sa transmission. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter sur ces sujets. On aborde et on accompagne sur la montée en compétences des chefs d'entreprise et de ses collaborateurs, donc à travers notre pôle de formation. On forme aussi les futurs collaborateurs de demain. Hein. Donc, n'hésitez pas, on a un service et un pôle d'excellence de stagiaires que propose donc la CCI à travers notre GC et nos BTS en alternance. On travaille aussi sur toute la dynamique des activités commerce et tourisme et restauration. Voilà. Et donc, c'est Virginie et moi appartenons donc au service appui aux entreprises. Donc, notre rôle, c'est surtout d'être à l'écoute des entreprises du territoire. Hein. Donc, quand je dis entreprise, tout confondu, hein, tout secteur, et leur apporter soit des réponses à leurs questions ou des solutions. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est la cybersécurité. On parle beaucoup de hacking. Hein. J'aime bien généralement commencer mes présentations par une petite définition. Donc, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité finalement? C'est l'ensemble des moyens techniques. C'est les outils que vous allez mettre en œuvre, hein, des pare-feux, ça peut être également des antivirus. Voilà. Donc, c'est des ensembles techniques organisationnels. Donc, tous les processus que vous allez mettre en place pour prévenir de risques de hacking ou de malveillance. Des aspects juridiques aussi, puisque le législateur aussi s'est adapté et le législateur donc s'est adapté à l'évolution de ces usages, hein, aussi bien au niveau de l'entreprise que sur des questions de données personnelles. Donc voilà, le législateur travaille pas mal là-dessus. Et sur des aspects également humains, donc quels sont les moyens qu'on met en œuvre et comment est-ce qu'on sensibilise les hommes donc, voilà, sur une démarche de cybersécurité. Donc, pour revenir sur la définition, donc voilà, c'est tous ces ensembles de moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains donc, qui sont nécessaires à la mise en place pour conserver, rétablir et garantir la sécurité d'un système d'information. Donc, on verra un peu plus tard ce que c'est qu'un système d'information.
Et très souvent, quand on parle de cybersécurité, ben, on parle aussi de monnaie. Et oui, ça a forcément un coût. Mais c'est comme une assurance, hein. Finalement, tout le monde cotise à une assurance auto. Ça nous coûte un peu cher tous les mois, mais le jour où on a un pépin ou un accident, eh ben, on est bien content d'avoir quand même un parachute. Donc, c'est un peu la même idée sur la cybersécurité. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, les objectifs de la cybersécurité, c'est quoi? C'est d'assurer la disponibilité de son système d'information, c'est-à-dire un fonctionnement sans faille et une garantie et garantir l'accès aux données, hein. Voilà, aujourd'hui, on est dans une entreprise, on a besoin d'avoir accès à l'instant T à nos données, hein, données clients, aux données de production. Donc voilà, et sans faille, et également à distance, hein, on le voit aujourd'hui à travers le cloud, que n'importe où dans le monde, on peut accéder à notre système d'information et à nos outils de gestion. L'intégrité, surtout, c'est assurer la fiabilité et de l'ensemble de la donnée, hein, qu'il n'y ait pas de non-qualité de la donnée, qu'il n'y ait pas un trou dans la raquette. Voilà. Donc ça, c'est super important. C'est un des objectifs de la cybersécurité et en assurer aussi la confidentialité. En effet, la confidentialité, c'est veiller à bien verrouiller son système d'information pour que des personnes non invitées ou extérieures à notre entité n'aient pas, comment dire, la facilité de rentrer sur votre système d'information. Donc, quand on parle de cybersécurité, c'est bien de mettre en avant aussi des chiffres, surtout qui parlent pour les TPE-PME, hein, parce qu'aujourd'hui, quand même, il est à noter que 8 attaques sur 10 ciblent les PME. Très souvent, les petites entreprises négligent l'aspect sécurité parce qu'on se dit, finalement, ça arrive qu'aux grandes entreprises. Eh bien non, ça arrive aussi à vous qui êtes derrière votre écran. Et il est à noter aussi que 83% des entreprises françaises se sentent peu ou pas du tout exposées. Ça revient un peu à l'image de ce que je vous ai illustré précédemment, l'image de l'assurance. Et le jour où, quand on n'a pas de pépin, tout va bien. Le jour où on a un pépin, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé tout ça? Sachant que les conséquences peuvent être très, très lourdes pour une TPE-PME. On peut noter qu'en moyenne, il faut 46 jours pour résoudre des problèmes liés à une cyberattaque, sans compter les risques de défaillance qui peuvent être très conséquentes pour les entreprises, qui vont jusqu'à mettre les clés sur la porte. Donc, imaginez-vous aujourd'hui, vous gérez une entreprise d'une vingtaine de salariés, vous n'avez plus du tout accès à vos outils de production, à vos outils de pilotage, et à vos outils de commercialisation pendant plus de 46 jours. Je n'ose imaginer l'impact et les conséquences vis-à-vis vous de votre entreprise et de votre clientèle qui risque certainement de vous délaisser. Voilà. Le coût aussi d'une cyberattaque, ça peut revenir très très cher. En moyenne, on dénombre un coût de 300 000 euros pour une entreprise de moins de 1000 salariés. Vous allez me dire, c'est quand même une entreprise de 1000 salariés. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier, vous, si vous arrêtez votre activité plus de 20, 30, 40 jours, quels peuvent être les impacts. Et il y a une chose à noter, on parle souvent de cyberattaques externes, de hacking, de pirates, de pirates industriels, donc de concurrents, concrètement. Malheureusement, ça ne vient pas que de l'extérieur et très souvent, c'est cette partie qui est négligée, c'est l'erreur humaine. Et une étude a été faite par NTT Com Security qui explique que 30% des incidents numériques proviennent souvent d'erreurs humaines, soit volontaires et parfois, très souvent aussi involontaires. Je voulais vous donner aussi quelques anecdotes que j'ai représentées sous forme d'images. Donc, la première, c'est une aciérie. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire-là. Donc, c'est une aciérie en Allemagne, qui est une grande aciérie en Allemagne, qui a été donc hackée par un groupe de hackers qui ont fait ça pour des raisons industrielles.
et qui ont réussi en fait à pirater les hauts fourneaux. Donc, ils ont réussi à pénétrer dans le système et à hacker donc les outils de production, donc qui sont de plus en plus numérisés, hein, ces outils de production, puisqu'on est plus souvent dans du pilotage numérique et automatique. Donc, ils ont réussi à trouver une faille dans le système et à mettre en gel donc tout le système de production de cette grande aciérie. Je ne vous parle pas des conséquences donc en termes de production de cette entreprise. On n'en a pas parlé, je ne voulais pas dire en intro, mais les objets connectés aussi, forcément, hein, ont un impact aussi sur notre quotidien. Donc, de plus en plus d'entreprises sont aussi amenées amenées à développer des outils d'objets connectés, hein. Nous, on a de plus en plus d'entreprises qui nous contactent au sein de la Chambre de commerce pour développer des services à travers les objets connectés. Il y a une petite anecdote récente de l'affaire Jeep, donc sur Cherokee, qui ont développé donc, une interface smartphone qui permettent de piloter donc, un tableau de bord et des systèmes électroniques de son Cherokee, par exemple tout ce qui est chauffage, démarrage de la voiture, voilà. Donc il y a des petits journalistes qui se sont amusés en fait à pirater donc le protocole qui a été développé par Jeep et qui ont réussi à hacker donc la voiture. Donc autant vous dire que ils avaient la capacité d'arrêter l'auto qui était lancée à 130 km/h sur une autoroute. Autant vous dire qu'en termes de sécurité, c'est quand même très, très limite. Aujourd'hui, quand même, les systèmes d'objets connectés sont bien décriés, notamment par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui quand même sensibilise et alerte les entreprises qui développent ces softs pour les objets connectés, où il y a de gros risques de failles. Voilà. Donc, si vous vous lancez dans les objets connectés, posez-vous la question sur la sécurité à l'usage de ces outils-là. Et puis, une anecdote hein, de chez nous, Nord-Isère, donc, et qui revient à ce que je parlais juste en amont sur les erreurs humaines. Alors là, pour le coup, ce n'était pas une erreur puisque c'était volontaire et voulu par un collaborateur qui était, énervé suite à son licenciement pour faute grave, qui a tout simplement pénétré la salle des serveurs en entreprise, qui bizarrement se trouvait à l'accueil, donc l'espace d'accueil d'entreprise, avec la porte grande ouverte. Donc n'importe qui peut accéder aussi au réseau finalement et au serveur de l'entreprise, et qui a tout simplement tout cassé. Donc autant vous dire que l'entreprise a mis plus d'une semaine pour pouvoir réinstaller tous ses serveurs. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi arriver à tout le monde et même sur notre territoire. Alors, dans notre définition, on parlait donc d'assurer la disponibilité, la continuité et l'intégrité du système d'information. Donc, on va voir d'abord de quoi est composé un système d'information. Donc, derrière son écran, il y a un utilisateur, hein, forcément, donc une personne physique. Et dans le système d'information, on dénombre quoi? Il y a du logiciel, hein, on parle des logiciels métiers, des logiciels de gestion, type ERP, des logiciels métiers ou de conception assistée par ordinateur, TopSolid, SolidWorks ou autre, voilà. C'est composé ici de hardware, hein, tout ce qui est disque dur, de données, de systèmes d'exploitation, on parle de Windows, Linux, de composants physiques comme l'ordinateur, de connectiques, comme votre câble Ethernet, de réseaux internes, de câbles. Voilà, tout ça compose finalement donc votre système d'information qui complexifie du coup non seulement par sa compréhension et son usage et sa sécurité. Donc, le système d'information pour une entreprise, c'est quoi? Ça permet de fluidifier et de partager et d'uniformiser l'information à travers tous les collaborateurs en interne, voire même l'externe pour communiquer avec ses clients, avec des collaborateurs qui sont amenés à se déplacer ou partager des données avec des filiales au niveau international. Donc, ces informations sont parfois et même très souvent stratégiques, hein. On parle de 3 niveaux d'information. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, l'information blanche, grise et noire. Donc, l'information blanche,
Donc, c'est l'information qui est connue de tous, hein, qui est diffusable. Ça peut être des données, par exemple, comme le nombre d'effectifs, l'effectif qu'il y a en entreprise, des trophées que vous aurez certainement reçus au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère. Il y a l'information donc dite grise aussi, qui est donc un second niveau qui est des informations qui sont un peu plus stratégiques pour l'entreprise. Ça peut être par exemple des données économiques comme le chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise, et l'information dite noire. Donc, c'est l'information qui est hermétique. Beaucoup d'entreprises font pas mal de R&D. Donc, c'est des informations qui sont hyper stratégiques et qui font partie du savoir-faire de l'entreprise. Et si elles sont amenées à être divulguées à l'extérieur, hein, ça peut être de lourdes conséquences pour l'entreprise et avoir de grandes conséquences en termes d'économie. Voilà. Donc, ces informations, ça peut être financière, comme je vous l'ai dit, technique, juridique, sociale et commerciale. Le support est donc le système d'information qui doit générer et collecter l'information. Donc, tout ça, je vous l'ai dit. Et ces données, elles sont de plus en plus numériques. Hein. L'époque du pigeon voyageur, c'est fini. L'époque où on envoyait énormément de fax ou des courriers, se réduisent. Et aujourd'hui, donc, on fait appel à un système d'information de plus en plus digitalisé, de plus en plus numérique. Et donc, on fait appel à de l'intelligence collective. Voilà. Donc, la gestion du système d'information est à deux niveaux. Donc, il y a le niveau papier, matériel, donc qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'entreprises éditent des factures ou également ont des contrats encore sous format papier. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est plutôt numérique, qui est moins palpable et plus complexe, sur lequel nous allons nous intéresser. Donc, nous allons tout d'abord voir quels sont les risques d'une cyberattaque et pouvoir les identifier. Donc, les points sensibles d'un système d'information, déjà, c'est tous les points d'entrée du système d'information. Donc, physique, locaux, les machines, les périphériques. Donc, je parlais des serveurs, je parlais des ordinateurs portables, mais également tout ce qui est tablette, smartphone. Les points sensibles également, ce sont nous, les hommes. Derrière chaque écran, il y a un homme. Et donc, il faut être en alerte au comportement déviant. Je vous avais cité précédemment l'exemple du collaborateur qui a été licencié, donc dont la démarche l'a fortement déplu. Les erreurs, les manques de compétences et de formation, très souvent, le collaborateur est lancé devant son écran, mais à aucun moment, il aura été sensibilisé ou formé sur l'usage d'un outil, ou par exemple, bêtement, on va faire un copier-coller si le collaborateur n'a pas été formé sur l'optimisation de l'usage d'un outil, forcément, il sera amené à trifouiller et finalement à avoir de lourdes conséquences sur votre système d'info. Ça peut être aussi l'accès externe au SI. Quand vous avez des visiteurs, vous avez des clients, des fournisseurs, vous avez des partages d'infos. Donc, il faut se poser aussi la question à qui on ouvre l'information. Et puis, les démissions aussi, qui sont très, très souvent sous-estimées. Un collaborateur qui démissionne, parfois, il repart avec le savoir-faire de l'entreprise, donc les données clients, des fichiers clients, ça peut être aussi les ingrédients de réalisation, de conception d'un produit, voilà. Donc, très, très vigilant à tout ça. Le matériel et logiciel, ça peut être les failles de sécurité par rapport à des logiciels, des bugs, des pannes que l'on peut sous-estimer ou des outils qui ne sont pas maintenus. Voilà, très souvent, les entreprises bidouillent elles-mêmes leur système informatique ou système d'information. Très souvent, quand même, il faut s'appuyer sur des ressources externes, type un prestataire informatique, voilà. Ou si vous avez les compétences en interne. Les malveillances depuis l'intérieur, les constats, ce qui est le plus recensé auprès des entreprises en interne, c'est les fraudes informatiques, l'usurpation d'identité, navigation sur des sites illicites, d'un collaborateur qui peut aller sur un site, ça peut arriver. Il y a eu des cas d'entreprises où les collaborateurs sont allés sur des sites pédophiles. Voilà, donc comment sensibiliser, comment verrouiller tout ça. Donc ça, c'est hyper important.
de bien sensibiliser les collaborateurs à tout ça. Les vols d'informations confidentielles, je vous disais, le directeur commercial, on a eu pléthore de dossiers où le directeur commercial ou le commercial repartait avec les fichiers clients et partait soit à la concurrence ou créait une activité concurrente. Le non-respect de la réglementation, destruction des données, simplement, suite à une intercation avec sa direction, on peut supprimer tous les fichiers dans le serveur, aller casser l'accès au serveur. Voilà. La propagation des malwares aussi, ça peut arriver bêtement. Malheureusement, un collaborateur qui ouvre un email ou qui diffuse cet email-là peut améliorer la diffusion de ces malwares. Et les entraves au fonctionnement du système d'information. Donc, un collaborateur aussi éméché peut décider de mettre des bâtons sur les roues à son entreprise. Voilà. Les conséquences pour l'entreprise, on en a parlé un peu des coûts et de la remise en place de son système d'information. Pour une TPE-PME, ça peut chiffrer assez rapidement. En perte d'activité, c'est 75% des entreprises dépendent de leur système d'information. Ce qui veut dire que 75% de votre activité dépend de votre système d'information. Donc, imaginez si pendant 30-40 jours, vous n'avez pas accès à votre système d'information. Les conséquences, ça peut être des défauts de conformité. Vous êtes très certainement, où la plupart des entreprises sont dans des démarches type de certification ou d'ISO, où ça demande de la traçabilité. Très important d'avoir toute cette traçabilité et ce suivi. Et malheureusement, s'il y a une défaillance dans votre système d'info, vous risquez peut-être de perdre votre certification. La théorie de la double peine pour l'entreprise, le risque de salarié d'être réprimandé, voire de risque pénal. Et pour l'entreprise, du coup, qui peut avoir un risque pénal, un risque commercial et économique, vous aurez donc les pertes de clients. Les vols d'informations, les vols du savoir-faire. La responsabilité pénale du chef d'entreprise, très souvent, les infractions commises par le biais du système d'information de l'entreprise à partir du poste de travail est liée au chef d'entreprise. Voilà, ça revient à ce que je vous disais en amont. Si le collaborateur n'a pas été sensibilisé, si ce n'est pas intégré dans son contrat de travail ou dans le règlement intérieur, malheureusement, c'est le chef d'entreprise qui portera le chapeau. La responsabilité professionnelle du directeur du système d'information et de responsabilité du système d'information qui peut être un manquement à la sécurité, donc qui est une faute grave et professionnelle. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour les structures plutôt d'une cinquantaine de salariés, voire plus d'une centaine, qui sont fortement sensibilisés dans une démarche de sécurité des systèmes d'information, sont très quand même souvent touchés les entreprises qui font de la R&D ou du développement de logiciels. Voilà. Et très souvent, les conséquences pour l'entreprise, c'est de l'incapacité du coup à produire des preuves illicites, c'est-à-dire de pouvoir prouver que c'était le collaborateur qui a été, la personne litigieuse dans le cas détecté. Donc, pour prévenir tout ça, ce qui est important pour une entreprise, c'est de mettre en œuvre une politique de sécurité basée sur plusieurs points. D'abord, sur la gestion des identités et des accès. Qui accède à quoi? Déjà, important, j'imagine que à tous, quand vous accédez à votre téléphone portable ou à votre ordinateur sur votre session, on vous demande un mot de passe. Et ce mot de passe, très souvent, c'est des mots de passe qui sont banalisés ou qui ne sont pas changés tous les 6 mois, voire tous les 4 mois. Donc, en termes de pratique, c'est assez… en termes de pratique, c'est pas top parce qu'on demande quand même à une entreprise ou à les collaborateurs de renouveler quand même assez fréquemment son mot de passe et de ne pas prendre des mots de passe qu'on duplique soit sur une boîte mail, sur son téléphone, son smartphone. Vraiment, c'est de diversifier. C'est vrai que c'est de plus en plus complexe aujourd'hui parce qu'on a plusieurs boîtes mail, on a plusieurs comptes, on a plusieurs téléphones. Et de s'y retrouver, c'est assez compliqué. Voilà. Mais bien important de bien renouveler.
Il y a une étude qui a été faite par un cabinet en SSI qui s'appelle eTrust, qui estime que 96% des clients audités ont un mot de passe par défaut ou trivial permettant d'accéder à des ressources confidentielles. Donc, c'est quand même assez gênant pour vous, entreprise, sur votre quotidien. De bien gérer aussi tout ce qui est gestion des absences et des départs. On se rend compte que très souvent, le stagiaire qui est parti, le collaborateur qui a démissionné, il a toujours accès à ses identifiants. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Donc imaginez qu'il soit parti chez un concurrent et qu'il puisse accéder à tous les fichiers et sur tous vos projets en cours. C'est quand même assez embêtant. Donc bien mettre en place un système d'IAM, d'Identity and Access Management. Donc c'est un outil de gestion des accès. De répertorier et de signifier dans un contrat les causes de confidentialité et de secret professionnel. Voilà. Et surtout, si vous avez un administrateur de votre système d'information, de bien l'interpeller sur le sujet-là. De mettre en référence sur la politique de sécurité, donc de bien la baser sur la traçabilité et le contrôle d'activité. Donc, de mettre en place des outils de gestion des logs et des alertes qui vous permettront donc de facilement, comme je le disais en amont, d'identifier des preuves, donc de savoir à quel moment, qui s'est connecté, qui a fait quoi, et de faire de temps en temps des audits de sécurité. Vous pouvez interpeller votre prestataire informatique de faire des audits à blanc de sécurité pour tester s'il y a des failles sur votre système d'info. Voilà. Bien aussi, dans cette mise en œuvre de politique de sécurité, d'établir une architecture sécurisée de votre système d'information. Donc là, honnêtement, faites appel à votre prestataire informatique si vous n'avez pas les compétences en interne, en cloisonnant et en supervisant donc votre réseau avec la mise en place de contrôleurs d'accès, type Network Access Control, de mettre en place des antivirus. On est souvent tenté quand même par des antivirus gratuits. Donc, de bien veiller que cet antivirus soit bien mis à jour, de mettre en place des pare-feux et des pare-feux de bien séparer des zones. Voilà, tout ce qui est de dossier confidentiel, de le rendre hermétique et de le dissocier du coup du réseau par rapport à d'autres collaborateurs. D'assurer la traçabilité et l'imputabilité, donc c'est-à-dire responsabiliser les acteurs et les collaborateurs en interne sur l'usage de ces réseaux et de filtrer les accès au web. Vous pouvez très bien utiliser des outils qui existent sur le marché qui permettent de verrouiller, de filtrer, donc d'éviter par des comportements déviants, par exemple, un collaborateur qui va sur des sites pédophiles, par exemple. De mettre en place aussi une politique d'information et dissuasion. Donc, c'est important de communiquer, de rappeler, de sensibiliser les collaborateurs à l'usage du système d'information. Donc, et surtout, de les sensibiliser aussi à l'usage personnel de ces outils. Très souvent, les collaborateurs ont des ordinateurs portables, donc on est souvent amené à les transporter à domicile. Et on a eu une anecdote qui est souvent citée par les DCRI, donc, qui est en charge donc, de la sécurité intérieure, dont le directeur commercial en fait utilisait donc, son ordinateur portable et qu'il le mettait du coup à dispo de ses enfants. Et son enfant donc, a installé à l'époque un outil qui s'appelle Imul, qui permet de télécharger illégalement donc, des fichiers. Et qui malencontreusement a mis donc en partage sur Imul le fichier de dossier client de toute l'entreprise. Donc autant vous dire que son dirigeant a beaucoup apprécié. Donc le mal a pu être réparé puisqu'ils ont pu récupérer assez rapidement le fichier, mais malheureusement quelques personnes ont pu certainement télécharger le fichier. Et puis, communiquer, la sécurité ne doit pas être un tabou. Bien au contraire, il ne faut pas hésiter à sensibiliser, à alerter, alarmer et même prendre des cas d'école de sensibilisation.
Des entreprises qu'on rencontre très souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas mis en place de charte d'usage du système d'information. C'est une charte qui définit donc les règles et le périmètre d'utilisation des outils mis à disposition par l'employeur auprès des collaborateurs. Et pour être opposable, cette charte que je pourrais également vous envoyer donc à la suite de ce webinaire, donc un modèle de charte informatique, c'est que pour qu'il soit opposable, il faut qu'il soit annexé au règlement intérieur de l'entreprise, conforme bien entendu au Code du travail et à la CNIL. Donc, je vous invite à aller sur le site de la CNIL donc qui doit bien définir donc, la frontière entre la sphère professionnelle et privée. Voilà, donc vous pouvez aborder aussi dans la charte informatique l'usage des smartphones dans un milieu professionnel. Très souvent, on a tous deux téléphones portables. Moi, par exemple, j'utilise mon téléphone perso, rarement à usage professionnel, mais j'utilise mon téléphone perso. Et bien traiter nominativement et mettre en place des outils de traçabilité d'entreprise pour pouvoir… tous les traitements nominatifs et outils de traçabilité que vous mettriez en place au sein de votre entreprise doivent être déclarés auprès de la CNIL, donc pour pouvoir être opposable, c'est-à-dire que vous soyez conforme à la législation et si demain il y a une défaillance de votre collaborateur, de pouvoir comment dire, nommer un collaborateur ou de mettre en place des preuves suite à la mise en place d'outils de traçabilité. Par exemple, vous avez détecté un comportement déviant d'un de vos collaborateurs qui pose préjudice à votre entreprise. Grâce à un outil de traçabilité, vous pouvez identifier tel collaborateur. Si celle-ci n'est pas conforme et déclarée à la CNIL, malheureusement, vous ne pourrez pas apporter ces preuves-là auprès d'un tribunal. Donc, par contre, si ça s'est fait dans les bonnes règles et usages, vous pourrez donc opposer ça à votre collaborateur. Et ce qui est important à noter, donc, de ne pas oublier de mettre en place un plan de sensibilisation à la sécurité du système d'information de l'ensemble du personnel et des utilisateurs du SI et de bien intégrer à cette démarche-là les stagiaires et les intérimaires, voilà, souvent qu'on oublie ou néglige. La cybersurveillance dans l'entreprise. Donc, les principes de base, de toute manière, tout système informatique génère des traces. Donc, on laisse une trace partout. Donc, très souvent, on utilise ces traces pour imputer une action à un utilisateur qui met en péril la disponibilité et la sécurité du système d'information. Donc, c'était l'exemple que j'avais pris précédemment. Il faut vraiment respecter le Code du travail et la loi du 6 janvier 1978 de la CNIL, c'est-à-dire la transparence. Aucune information concernant un salarié ou candidat ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. La proportionnalité, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas proportionnelles au but recherché. Donc, vous ne pouvez pas limiter les libertés et usages d'un collaborateur. Et la discussion collective, c'est que le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise sur les moyens et techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés. Sinon, sans ça, malheureusement, vous ne pourrez pas mettre en place des outils de traçabilité très souvent utilisés comme outils de flicage. Voilà. Là, on a abordé le volet interne de l'entreprise. On va aborder maintenant la malveillance venue de l'extérieur, les constats. Aujourd'hui, très souvent, les attaques externes passent par le biais du site web. Donc, il y a tout ce qui est déphasage, défiguration du site, c'est-à-dire qu'on va changer complètement la configuration de votre site en termes de contenu, en termes d'images, de vidéos. Le botnet, c'est un cheval de Troie qui va être envoyé finalement à vos collaborateurs par mail ou à travers un site web qui va contaminer l'ensemble des collaborateurs et la contamination des internautes, donc redirection vers des sites pirates, c'est-à-dire qu'on peut taper le nom de votre site et finalement être envoyé vers des sites un peu exotiques. Voilà.
L'injection SQL, donc, ben, c'est finalement suite. On arrive en fait de l'extérieur à accéder à vos données, donc à votre réseau. Et ben là, ça peut aller très loin, hein. On peut aller sur de la vol d'informations, vol d'identité, voilà. Sachant que si le chef d'entreprise n'a pas hermétisé son système d'info et que la personne externe peut voler des données personnelles du salarié, du collaborateur, le chef d'entreprise risque du pénal. Donc, c'est important de bien sécuriser et verrouiller son système d'info. Le rebond par le VPN de l'entreprise, ben, c'est par exemple un serveur à l'abandon, hein. Des fois, on met en veille un serveur, voilà, ou un serveur qu'on utilise pour des tests qui ne sont pas assez protégés et qui malheureusement, par rebond, c'est-à-dire qui sont connectés au serveur de l'entreprise, donc par rebond, un hacker ou un concurrent peut accéder donc à vos données d'entreprise. Et l'introduction de code malveillant, finalement, c'est on va mettre un virus dans vos serveurs et qui vont nous permettre finalement de voler d'informations, des identités, de faire une prise en main. Ça peut être aussi des codes malveillants. La DCRI, c'est marrant, parce qu'ils prennent souvent un exemple de la clé USB. Très souvent, quand on va en Asie, on offre des jolis petits cadeaux à nos futurs clients ou fournisseurs. Et très souvent, on est, comment dire, tenté pour tester cette nouvelle clé USB sur notre ordinateur portable. Et Vloom, la clé USB donc, aspire toutes les données qui sont sur votre ordi et sont automatiquement envoyées donc, à la personne qui hack votre ordinateur. Donc, voilà, être très vigilant sur l'usage de vos ordinateurs. Donc, ça vient aussi sur la sensibilisation des collaborateurs quand ils sont sur l'usage de leurs outils informatiques. Quand on est en déplacement à l'international, de bien sensibiliser les collaborateurs sur l'usage de l'ordinateur portable, du téléphone. Quelques entreprises, ce qu'elles font, c'est que quand elles sont amenées à partir à l'étranger, elles mettent à dispo un ordinateur vierge, complètement verrouillé du réseau d'entreprise, qui permet du coup d'être hermétique à des attaques venant de l'extérieur. Voilà, d'être très vigilant sur l'usage du téléphone portable aussi, de bien verrouiller son smartphone, de ne pas poser n'importe où son téléphone portable. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre en place et sensibiliser les collaborateurs sur ces sujets. Réaction à l'intrusion. Comment on réagit une fois qu'on constate toutes ces attaques-là? Tout d'abord, premier réflexe, c'est d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Donc, on parle souvent du plan de continuation de l'activité. C'est comment est-ce qu'on fait pour assurer la continuité de l'entreprise pour fonctionner à peu près normalement. Une des premières réactions d'un administrateur serait d'abord d'intervenir sur le système compromis. Donc, c'est-à-dire obtenir l'adresse du pirate et riposter si possible. Donc, ce qu'on conseille, le premier réflexe, c'est quand même d'arrêter le système, donc l'ordinateur qui a été virusé ou attaqué, ou le serveur, et de l'isoler du réseau et de couper tout contact vers l'extérieur. Donc voilà, si le fonctionnement du système compromis est vital pour le fonctionnement du système d'information, chacune de ces actions peut potentiellement être plus nuisible, donc en termes de coûts, c'est-à-dire complètement cracher vos serveurs, vos systèmes d'exploitation, voilà. Et par exemple, ça peut être très impactant sur des sites de vente en ligne, sur des applications métiers aussi, et ça peut causer donc l'indisponibilité du service pendant une longue durée. Voilà. Ce qui peut être bien catastrophique pour votre entreprise. Donc, une des solutions à tout ça, c'est la mise en place d'un plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que dans votre démarche de sécurité de système d'information, vous allez mettre en place cette politique-là qui permet de prévenir et d'anticiper le risque de défaillance ou de compromission de votre système d'information. Donc, c'est un processus comme une démarche qualité où quels vont être nos réflexes et quelles vont être nos premières actions en cas d'attaque.
Donc ça, c'est hyper important d'être sensibilisé sur cette démarche-là et de contacter les bonnes ressources et de pouvoir s'y appuyer. Attention tout de même de ne pas activer un système compromis, c'est-à-dire qu'il faut vérifier tout d'abord les modifications apportées aux données du système compromis par rapport aux données restaurées réputées fiables. Donc de bien faire, de bien veiller et de comparer l'ancien système donc, qui a été attaqué avec les nouvelles données restaurées à partir du système compromis. En effet, comme je le dis, si les données ont été infectées par un virus ou un cheval de Troie, leur restauration risque de contribuer à la propagation du sinistre, donc à s'étendre à toute l'entreprise, donc au niveau local, voire même au niveau international. Donc, une fois que ce plan de reprise d'activité est opérationnel et acté au sein de l'entreprise, on isolera tout simplement le système d'information, le système compromis. Donc, pour les petites entreprises, je sais que ce n'est pas forcément une pratique ou un vocabulaire qui est assez récurrent. Ce qu'on conseille très souvent auprès des entreprises, finalement, c'est de s'appuyer sur leurs prestataires informatiques externes et de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en place un plan de reprise d'activité et voilà quels sont les moyens qu'on met en place et comment réagir en cas d'attaque. Deuxième élément qui est assez important, une fois que on a constaté le mal et qu'on a pu réagir mal, c'est de pouvoir constituer et de collecter des preuves pour pouvoir attaquer, si possible, en justice, donc les personnes qui ont attaqué votre système, parce que le système peut être hacké soit par des concurrents qui viennent attaquer vos marchés pour gagner plus de parts de marché, pour vous créer du tort. Voilà, ça peut être aussi un hacking par démarche idéologique. Vous êtes dans une activité contraire à l'environnement ou à des idéologies politiques ou sociales. Vous pouvez être aussi attaqué par un groupuscule de hackers. Voilà, ça peut être aussi du hacking isolé, où une personne une personne estime que les actions ou votre entreprise n'a pas une action, bienfaitrice auprès des entreprises ou des personnes locales. Donc, vous pouvez être susceptible d'être attaqué par ces personnes-là. Donc voilà, et ça peut être aussi du hacking par des personnes qui sont rompues à l'usage du hacking et qui font ça pour le fun, pour s'amuser. Bon. C'est des choses qui peuvent arriver pour les entreprises. Donc, ce qui est important dans la constitution et au collecte des preuves, c'est d'établir un dossier regroupant les différentes traces et preuves de l'intrusion et un préalable impératif avant tout recours. L'absence, malheureusement, d'éléments de preuve suffisamment probants pour identifier le responsable et qualifier la nature des agissements ne pourra pas faire aboutir à des recours. Donc, plus le dossier est faible et malheureusement, moins la démarche risque d'aboutir. Et parfois, il est quand même très difficile de trouver l'origine du hacking, surtout quand c'est du hacking au niveau international. Et voilà. Donc, première étape, constituer le dossier. Deuxième étape, collecter les preuves. Donc, toutes les sauvegardes de log, les applications impactées, les systèmes d'exploitation, les systèmes de sécurité, routeurs, pare-feu, antivirus. Donc, les sondes de réseau, tous ces outils-là qui ont détecté l'intrusion ou la défaillance. Collecter les preuves autour du serveur compromis, aussi réaliser une copie physique du disque dur dans son état au moment de la découverte de l'intrusion. Donc, à l'aide, par exemple, d'un disque dur externe, USB. Et toute absence de copie, l'altération des données provoquée, une analyse sur le serveur rendrait inefficace toute procédure aussi judiciaire. Donc, mieux vous êtes outillé, mieux vous êtes préparé, plus facile sera donc la constitution du dossier et de la collecte, et plus vous avez de chance, bien entendu, de mettre en place une procédure judiciaire.
En cas d'attaque, si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas par quel vous prendre, vous ne savez pas comment réagir, vous pouvez alerter la police judiciaire, soit pour faire constater, soit pour leur demander quelles sont les actions que je peux mettre en place pour réagir. Donc déjà, il y a la BFTI, donc la Brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Donc je vous ai mis le lien, pardon. Donc, vous pouvez y accéder pour regarder ce que propose. Sinon, au niveau des compétences nationales, vous avez l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication et la direction donc, générale de la sécurité intérieure, la DCRI, qui font pas mal de réunions de sensibilisation et de conférences et d'ateliers au niveau régional. Donc, je vous invite à participer à leurs réunions d'information et de sensibilisation. On en avait fait une l'année dernière à la CAPI sur la cybermenace et la cybersécurité. Et sinon, au niveau un peu plus local, vous pouvez faire appel aussi à la gendarmerie locale et être mis en relation avec le service en charge de l'intelligence économique. Donc, je vous ai mis aussi un lien en dessous. Si vous subissez une attaque ou un déphasage de votre site ou vous avez des doutes sur l'intégrité de vos données, vous pouvez aussi nous contacter et nous on vous mettra du coup en relation avec les bonnes compétences et les bons services. Donc voilà, on a pu aborder donc les deux aspects, comment constater les intrusions en interne et en externe, de quelle nature elles sont et comment est-ce qu'on peut potentiellement réagir et anticiper à tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que faut être informé, faut sécuriser, c'est un coût, mais quand on voit les conséquences, la sécurité, forcément, ça a un coût, mais ça vous permet, vous, de vous sécuriser. Ça vous permet de vous sécuriser vis-à-vis de votre marché, vis-à-vis de votre client, vous sécuriser aussi vis-à-vis du législateur auquel vous pouvez vous risquer des actions pénales. Donc, c'est bien important de bien sensibiliser les collaborateurs, de bien mettre en place les bons outils, de s'appuyer de compétences nécessaires, comme votre prestataire, comme je le disais, votre prestataire informatique. Et puis, si vous êtes amené à travailler vers l'extérieur aussi, de bien veiller à bien verrouiller votre système d'information et de ne pas l'ouvrir à tout venant. Je voulais finir aussi donc, ce tour d'horizon sur la cybersécurité, sur les 12 règles d'hygiène de l'informatique qui a été créée par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui fait pas mal aussi de conférences et de vulgarisation et de sensibilisation des entreprises sur la sécurité. Et je pense que c'est des 12 règles qui sont facilement intégrables au sein d'une entreprise et assez facilement que vous pouvez facilement mettre en œuvre, vous, au sein de votre entreprise. Donc, le premier élément, c'est ce que je disais en amont, c'est choisir avec soin son mot de passe. Donc, bien important, pas choisir un mot de passe assez banal comme le nom de ses enfants, comme sa date de naissance. Surtout qu'aujourd'hui, c'est des informations que vous pouvez trouver assez facilement en allant sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention à ça, de bien choisir avec soin votre mot de passe. De mettre à jour assez régulièrement ces logiciels, donc antivirus, logiciels d'exploitation. Donc, généralement, quand on vous propose une mise à jour, c'est pour tenir compte et des bugs, mais également des failles des systèmes, parce que les hackers, malheureusement, n'attendent pas que les éditeurs de logiciels contre les hackers. Les hackers sont très créatifs et trouvent tous les jours des failles dans nos systèmes. Donc, bien mettre à jour, du coup, quand même, à jour son système d'info. De bien contrôler l'attribution des droits d'utilisation des machines, donc droits d'utilisation et droits d'administration, pour qu'un collaborateur ne puisse pas rentrer dans un système
et puisse avoir accès à toute l'information stratégique de l'entreprise, hein. Par exemple, un attaché commercial devrait avoir une vision peut-être que sur tout ce qui est administration des ventes et n'a pas nécessairement besoin d'avoir une vision sur tout ce qui est données financières de l'entreprise, tout ce qui est gestion de la production, voilà. Donc de bien verrouiller l'usage et les attributions pardon, de chacun. Donc ça, super important, d'effectuer régulièrement des sauvegardes de vos données et surtout de les vérifier. On a eu le cas d'une entreprise qui quotidiennement donc sauvegardait sur un disque dur externe les données. Donc c'était la secrétaire qui veillait à ça. Donc tous les soirs, elle prenait son disque dur, qu'elle le ramenait chez elle et ainsi de suite. Et un jour, un gros crash de leur serveur. Et là, pas de panique. Donc, la secrétaire qui avait tout sur le disque dur, donc ramène le disque dur et elle se rend compte que finalement, depuis plus d'1 an, elle ne sauvegardait rien du tout. Donc, pensez à faire des tests de votre sauvegarde de données. Donc, quand je parlais de politique de reprise d'activité, ça fait partie des phases d'audit. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous appuyer de votre prestataire pour auditer et tester votre système. Pensez aussi à sécuriser l'accès au réseau Wi-Fi interne de l'entreprise. Parfois, le réseau interne de l'entreprise n'est pas, comment dire, dissocié du réseau Wi-Fi des invités. Donc parfois, moi, je suis amené parfois à aller en entreprise, très souvent aller en entreprise, et je me rends compte que je peux avoir un accès à leur Wi-Fi. Et parfois même à leur réseau interne, puisqu'ils me filent un bout de câble pour pouvoir leur envoyer un email. Et là, potentiellement, je peux accéder donc à leur réseau. Voilà. Donc, on va bientôt finir, je vous rassure. Donc, le 5e point, donc sécuriser. 6e point, être aussi prudent avec son smartphone qu'avec son ordinateur. Donc, ce n'est pas parce que c'est un téléphone qu'on utilise au quotidien et qu'il n'y a pas de la donnée. Aujourd'hui, dans un smartphone, il y a de plus en plus de données personnelles, numéro de téléphone. On peut même accéder aussi à sa GRC, gestion de la relation client. Donc voilà, bien sécuriser tout ça. 7e élément, de protéger les données stockées sur un portable, donc avec du chiffrement. Il y a des outils qui existent sur Internet qui permettent de chiffrer les données qui sont sauvegardées. C'est-à-dire que si demain, une entreprise ou un concurrent veut accéder à vos données, s'il n'a pas la clé pour déchiffrer votre fichier, il ne pourra jamais accéder à la donnée. Voilà, donc ça, c'est surtout dans les déplacements. Être très prudent dans la gestion de ces courriels, donc tout ce qui est phishing, malware. On reçoit de plus en plus de mails et très souvent, par réflexe, on ouvre un email. Donc, soyez vigilants quand vous ouvrez un email, de bien vérifier la source et surtout l'intitulé du mail. Ne téléchargez pas des logiciels qui ne sont pas dignes de confiance. Être vigilant lors d'un paiement sur Internet, la vérification de la sécurité de votre site, notamment HTTPS. Séparer les usages personnels des usages professionnels, donc à intégrer dans la charte informatique et protéger son identité numérique, éviter de communiquer ses coordonnées à tous les sites. Donc, je vous ai mis un petit lien sur les bonnes pratiques et usages de la SSI. Je vous invite à le télécharger. Vous allez avoir pas mal de réponses à vos questions et puis d'outils pratiques et d'usages pratiques à mettre en place en entreprise. Pour aller plus loin sur la SSI, je vous invite à regarder, visiter les sites de la SSI, donc du gouvernement, de l'ANSSI, de la CNIL et du CLUSIF, qui est un club de la sécurité des systèmes d'information nationale. Voilà, donc sur la SSI, voilà, on a fait un petit tour d'horizon sur ce que c'était que la cybercriminalité. On a pu constater que ça ne touche pas que les grandes entreprises. On a pu constater que il y a des attaques auxquelles peut être touchée une TPE-PME.
On a pu voir quels sont le type de ces attaques, les origines et surtout les impacts que ça peut avoir au sein d'une entreprise. On a vu de façon assez fonctionnelle et organisationnelle comment s'en prémunir. Hein. Et ce que je recommande quand même beaucoup les entreprises, c'est si vous êtes attaqué ou si, que ce soit en interne ou externe, de ne pas hésiter à nous alerter assez rapidement. Donc voilà, donc vous aurez nos coordonnées par mail, ou vous pouvez aussi appeler la Chambre de commerce et industrie. Donc, il ne faut pas hésiter à nous remonter les infos. Et puis, nous, on vous remettra en relation avec les compétences de notre territoire. Et encore un autre élément, donc de bien vous appuyer de vos prestataires externes, si vous n'avez pas des compétences en interne. Pour aller plus loin, au niveau donc, du numérique, sachez que la CCI Nord-Isère appuie et vous accompagne dans tous vos besoins. Donc, actuellement, on porte, nous, un programme sur le volet de la sécurité des systèmes d'information. Donc, on aide l'entreprise sur la mise en place des plans de reprise d'activité, de plans de continuation d'activité. On accompagne et on appuie les entreprises sur la mise en place de leur charte informatique. Donc, voilà, qui peut être assez complexe à mettre en place vis-à-vis du législateur et être conforme vis-à-vis de la CNIL. Donc, on peut vous accompagner, vous aider là-dessus. On porte aussi un programme qui est financé à 100% par la région et l'Europe qui s'appelle Atout Numérique, qui est porté donc par ma collègue Virginie Laporte, qui permet de vous accompagner sur des projets de digitalisation, donc de création de sites, d'évolution de votre site web, de la mise en place de plateformes e-commerce. On peut aller aussi sur la mise en place d'outils de métier, hein, tout ce qui est traitement de caisse, tout ce qui est outils de paiement, qui peut être aussi outils de CRM. Voilà. N'hésitez pas à revenir sur nous là-dessus. Dans l'accompagnement numérique, on a mis en place donc, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, des ateliers et des audits. On propose aussi des offres de formation sur numérique. Et dans nos ateliers et sur nos événements, je vous invite à retenir ces dates très prochaines. Donc, le 23 mars, on organise un atelier à la CAPI, donc à l'île d'Abo, sur une thématique qui peut vous interpeller et qui peut nous interpeller au vu du titre, qui est les Méninges est-il mort, donc qui aura lieu dans les murs de la CAPI à 8h jusqu'à 9h15, qui sera animé donc, par Virginie Laporte. Dans la thématique de la SSI, donc Sécurité Système d'Information, on est organisé le 23 mars donc, par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité, la 26e journée sur la sécurité du numérique qui aura lieu à Minatec sur Grenoble. Le 30 mars, on organise en partenariat avec Venaglo donc, un atelier autour des objets connectés et du digital. Donc, on va aborder aussi l'aspect technique et sécurité de ces objets connectés. Le 6 avril, nous organisons donc la journée de la performance commerciale. L'idée, c'est d'apporter sur une journée des expertises et des conférences et des ateliers autour du développement commercial. Et nous allons aborder plus particulièrement à 9h sur numérique, sur comment utiliser le digital pour développer sa croissance. Et le jour même, on organise aussi sur la cybersécurité une table ronde avec des témoignages d'entreprises, avec des experts juridiques et la présence aussi de la gendarmerie. Donc, ça peut être hyper intéressant de participer à cette soirée-là. Donc, ça aura lieu le 6 avril. Et à noter notre prochain webinaire qui aura lieu donc, le 25 avril sur les 5 applications indispensables pour votre smartphone aux mêmes horaires. Voilà. Alors, un grand merci à ceux qui ont participé à cet atelier webinaire. Du coup, je vais juste couper le partage d'écran et voir si vous nous avez posé des questions. Hop. Donc, c'est OK pour moi. Tac, tac, tac. Donc, bonjour Madame Armada, bonjour Virginie. Payant est une procédure. Donc, l'antivirus AVG payant, oui, est très satisfaisant. Il faut juste veiller à bien faire les mises à jour. Comment choisir un prestataire externe? Eh ben, je vous dirais, alors nous, on a un devoir de neutralité et d'objectivité vis-à-vis d'un prestataire externe. Moi, ce que je recommande très souvent, c'est de s'appuyer d'un prestataire externe
qui a l'habitude de travailler avec des entreprises de votre taille. Donc ça, c'est super important, Madame Amada, de bien tenir compte de ça et du coup de voir ce qu'il propose lui en termes de solutions et de moyens sur la partie sécurité des systèmes d'information. Mais si vous voulez, on pourra en rediscuter en off. Et puis Virginie a aussi également parlé. C'est vrai que ça peut être intéressant de mettre en place un cahier des charges. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant donc, ce webinaire. Je vois qu'il y a toujours 6 spectateurs. Je crois qu'on en a perdu une en route. J'espère que je ne vous ai pas trop inondé d'informations. J'espère que j'ai été clair, que ce format vous a bien plu. Donc voilà. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et la diffusion. Ok, ok. Bon, eh ben, je déclare officiellement la fin de ce webinaire. Pour info, nous vous enverrons donc le PowerPoint par email et on vous enverra aussi un modèle de charte informatique. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers nous et vous pouvez revoir et diffuser donc ce webinaire qui est accessible en ligne et qui le sera durant la semaine. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.